Dans le milieu médical, le consentement est difficile, non seulement à exprimer, mais aussi à se voir accorder une place plus décisive. En effet, comment exprimer son consentement alors que, selon l'Observatoire national des violences en milieu médical, l'hôpital est par nature un lieu où l'angoisse, la tension et l'émotion sont très présentes et aboutissent parfois à des actes de violence. Et d'autant plus que le patient se fie inconsciemment à l'autorité professionnelle du médecin. Pour pallier à cette faiblesse du patient, la loi du 4 mars 2002 a consacré juridiquement le principe du consentement libre et éclairé du patient aux actes médicaux qui lui sont proposés. Malgré cela, des zones d'ombre importantes demeurent et l'effectivité du consentement du patient est à relativiser, d'autant plus lorsque ce patient est un majeur protégé. Il s'agit en réalité d'une personne majeure placée sous protection juridique ou judiciaire de sa personne et ou de ses biens lorsqu'une altération de ses facultés mentales ou physiques a été constatée par un certificat médical. Il est alors privé de certaines prérogatives qui sont confiées à un mandataire judiciaire ou à un proche. Cette incapacité d'exercice fait donc de lui un patient encore plus faible qu'initialement. La loi du 27 juin 1990 a consacré l'hospitalisation forcée du majeur hors d'état de manifester sa volonté. Et cela à la demande du préfet, d'un tiers, le plus souvent un proche, mais aussi à la demande du tuteur, du curateur et de l'habilité judiciaire. Suite à la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, la prise en compte du consentement du patient a été renforcée, et cela notamment à travers la loi du 5 juillet 2011 qui substitue à l'hospitalisation forcée les soins psychiatriques à domicile dans la mesure du possible. Au-delà de cette hospitalisation forcée, le droit du majeur protégé de consentir à des traitements et des soins médicaux lui-même est remis en cause. Selon une ordonnance du 11 mars 2020, son consentement est effectivement exigé, sauf lorsque celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté, auquel cas la décision reviendra à la personne chargée de sa protection, qui devra néanmoins tenir compte de son avis. Or, lorsque ce majeur protégé exprime effectivement sa volonté, le juge peut finir par donner le pouvoir de décision à la personne chargée de sa protection lorsqu'un désaccord intervient entre cette personne et le patient majeur protégé. Ainsi, bien que le Code civil précise que la protection du majeur doit respecter sa dignité et ses libertés fondamentales, ainsi que favoriser son autonomie décisionnelle, la pratique médicale révèle des possibilités de passer outre son consentement ou même encore de l'obtenir de manière peu éclairée par une information résiduelle compte tenu de ses facultés mentales. La tutelle, c'est parmi la palette des mesures de protection la mesure qui est la plus importante, au sens la plus restrictive de liberté. Ce qui veut dire que c'est une mesure de représentation. Là où les autres mesures de protection plus douces, que sont la curatelle simple, la curatelle renforcée ménagée et la curatelle renforcée, sont des mesures d'assistance. Ce sont des mesures qui procèdent d'un examen clinique de l'état de santé de la personne et de son inaptitude à pouvoir exprimer un consentement éclairé et donc à pouvoir se gouverner. Ce sont les questions de santé également et de bien-être au sens large. Ce qui veut dire que pour un tuteur, veiller à ce qu'une personne âgée bénéficie à son domicile d'une auxiliaire de vie 24 heures sur 24, c'est la protection de la personne. Et une fois qu'elle est hospitalisée ou institutionnalisée en EHPAD, qu'elle ait tous les soins requis. Il y a une poche d'intimité particulière au sein d'actes qui sont intimes par nature, qui sont d'ordre privé, qui sont les actes strictement personnels pour lesquels, eh bien, même si la personne est sous tutelle, personne ne pourra jamais saisir un juge pour qu'un juge se prononce à sa place. Et si elle est sous curatelle, aucun curateur ne pourra se prononcer à sa place non plus. Et un tuteur ne pourra pas davantage. Qu'un tuteur ne remplace pas le majeur pour adopter quelqu'un, c'est bien normal. C'est un acte très lourd et si la personne ne l'a pas fait quand elle était en bonne santé, il n'y a aucune raison que ce soit fait par un tuteur quand la personne n'est plus apte à le vouloir. En revanche, quand une personne est dans le déni de sa maladie
et n'est pas apte à comprendre qu'il lui faut être hospitalisé, il lui faut être mis en maison de retraite. Eh bien, heureusement que dans ces hypothèses où le consentement n'est pas possible, le tuteur peut demander au juge de prendre le relais. Mais prenons l'exemple de la mise en EHPAD d'une personne, lorsque médicalement c'est évidemment nécessaire. Même si un juge des tutelles rend une ordonnance qui ordonne un changement de lieu de vie, il n'y aura jamais dans cette matière une ambulance et 2 gendarmes qui iront au domicile de la personne pour, contre sa volonté, dire on a une ordonnance du juge, vous devez quitter votre domicile, même dangereux, et être mise dans un EHPAD. Ce n'est que si la personne est inapte à s'opposer, est inoffensive en quelque sorte, que cette ordonnance du juge s'appliquera. Autrement dit, il n'y a pas d'exécution forcée, ça c'est autre chose. On est en matière d'hospitalisation sans consentement. Dans ce cas-là, ce n'est pas la compétence du juge des tutelles, on est sur un ordre public, une forme de sûreté publique et de protection de la personne si elle manifeste des troubles qui nécessitent des soins continus. Mais là, on sort du périmètre du juge des tutelles. Pour les décisions prises par le juge des tutelles, par exemple une décision qui autoriserait une hospitalisation ou une opération chirurgicale, si la personne sous protection dit non au médecin, le médecin ne pourra pas passer outre. En revanche, ce n'est que dans l'hypothèse où il y a ce qu'on appelle une situation d'urgence, donc où la personne est en état quasiment de coma, où la personne n'est plus en état d'exprimer une opposition, que le médecin peut agir au nom de l'éthique, du code de la santé publique, de son code de déontologie médicale, et puis de la nécessité de sauver la personne. Si on reste en matière médicale, les illustrations que je vous donne sont régies par l'article 459 du Code civil, qui a été réécrit par la loi de mars 2020. La règle est la suivante. Même en curatelle ou en tutelle, la personne prend seule les décisions qui concernent sa personne. Seule. Ce qui suppose qu'elle soit apte à les exprimer. Si elle n'est pas apte à les exprimer, eh bien, il faut une mention spéciale du jugement en tutelle pour que le tuteur la représente dans ses différents actes d'ordre médical, essentiellement. Autrement dit, le tuteur est autorisé s'il n'y a pas de consentement, et donc même s'il n'y a pas d'opposition, puisqu'il n'y a pas du tout de possibilité de consentir ou de ne pas consentir. En revanche, si la personne est apte à pouvoir exprimer un consentement, le tuteur ne peut pas faire grand-chose. Il peut essayer d'œuvrer au maximum pour que la personne adhère à un projet d'intervention chirurgicale qui n'est pas urgent, mais qu'il faudrait songer à mettre en place, mais ça n'ira pas au-delà. En revanche, si la personne le tuteur estime qu'il faut une intervention chirurgicale et que le majeur sous protection dit non, rien ne se passe. Et l'article 459, dans sa dernière version, indique dans cette hypothèse, l'un ou l'autre peut saisir le juge des tutelles qui autorisera ou pas l'acte. Imaginons dans la vaccination que le tuteur estime que le majeur se met en danger s'il ne se fait pas vacciner et que le majeur ne veut pas se faire vacciner. Alors, en pratique, je vous rassure tout de suite, aucun tuteur ne saisira le juge. Mais théoriquement, le tuteur pourrait saisir le juge et de dire « j'estime en tant que tuteur qu'il faut une vaccination ». Mais si le majeur s'oppose, aucun juge en pratique encore, même saisi dans les cas infinitésimaux où il le serait, aucun juge n'irait contre. Parce que même si le juge des tutelles rendait une ordonnance qui autorisait un acte médical non voulu par le majeur, cette ordonnance du juge des tutelles ne peut pas avoir d'exécution forcée. Il ne peut pas y avoir des personnes qui viennent, des gendarmes ou des infirmiers, qui viennent avec la force publique pour autoriser une injection de force. Ça n'arriverait pas. De sorte que c'est une vision purement théorique de la situation. Et en réalité, il faut voir la chose de la façon inverse. Là, on est dans l'hypothèse où c'est le tuteur qui saisit. Parce que le tuteur voudrait bien que le majeur, dans son intérêt, accepte un acte médical. Mais c'est l'inverse qui pourra aboutir à la saisine du juge. C'est que le majeur protégé voudrait un acte médical, il est sous tutelle, que son tuteur refuse. Et dans ce cas, le majeur pourrait saisir le juge pour indiquer et lui demander de dépasser le refus du tuteur. Ce serait plutôt dans ce sens-là que ça pourrait arriver. Il y a même des canons de dignité. Il n'y a pas d'indignité à ne pas adopter. En revanche, il y a une indignité à ne pas soigner. Permettre la possibilité au majeur ou à son protecteur de saisir le juge pour arbitrer entre une opposition sur un acte médical, c'est d'une certaine façon permettre procéduralement
à l'ordre public de protection de se vivre. Après, tout dépend des praticiens. Vous ne trouverez que très difficilement un mandataire judiciaire qui saisira en cas d'opposition à vaccin ou à intervention ou à scanner ou à tous les actes médicaux, parce qu'on peut s'opposer pour des raisons de croyance. Donc aucun juge ne va forcer une croyance. On peut s'opposer parce qu'on estime qu'on est déjà à l'hiver de sa vie, peu importe qu'on parte. On ne va pas imposer une survie juste biologique, si la personne, après tout, ne veut pas se battre contre sa maladie. Vous voyez? Donc on ne peut pas entrer dans l'intimité des choses. C'est la raison pour laquelle, pour les actes strictement personnels, il n'y a pas de représentation. Et pour les actes médicaux, il y a cette possibilité qui est laissée au juge, s'il est saisi, d'arbitrer. Mais encore une fois, en pratique, il n'y aura ni mandataire judiciaire pour saisir en cas de désaccord exprimé, ni de juge des tutelles pour dépasser le refus. L'ordre public de protection, c'est intéressant parce que c'est ce qui fondait la loi du 5 mars 2007. C'est-à-dire que le simple fait de mettre sur l'écrit législatif un corps de règles qu'on appelle mesures de protection, c'est un ordre public de protection. On pourrait laisser les personnes à leur déshérence et attendre simplement que psychiquement ils aillent si mal qu'il faille une hospitalisation sans consentement. On va plus loin. On estime que leurs actes ne peuvent ne pas être valablement conclus. Donc il faut des mesures de protection. En France, hospitaliser de force un individu n'existe que dans cette spécialité que l'on appelle la psychiatrie. Il n'y a pas d'autre domaine médical dans lequel cela serait possible. Cette possibilité existe depuis la première moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire que cela a été mis en place par le législateur dans la foulée de la Révolution française, et qu'il s'agissait à l'époque du fruit d'une réflexion qui se voulait humaniste et dans le cadre de la philosophie des Lumières, d'une réflexion progressiste. Aujourd'hui, à cet égard, la situation est très hétérogène dans un pays comme le nôtre. On peut avoir en tête que les restrictions de liberté à l'hôpital psychiatrique, cela concerne un ensemble de dispositions très larges. Il existe tout un spectre de possibilités allant de la limitation de la liberté de circulation jusqu'à la mise sous contention physique, la mise en place de sangles aux 4 membres et à l'abdomen d'un individu, en passant par la possibilité d'interdire à une personne de porter ses vêtements et d'être mis dans un pyjama de l'hôpital, ou l'interdiction par exemple de la visite de la famille ou des amis. Donc il existe encore un grand nombre de possibilités, de restrictions des libertés à l'hôpital. Et comme je vous le disais, la situation est très hétérogène dans un pays comme le nôtre, d'un département à l'autre, et parfois à l'intérieur d'un hôpital, d'un service à un autre. La façon de pratiquer, l'attitude des soignants, des professionnels, des infirmières, des médecins, des psychologues est très différente d'une équipe de soins à une autre. Et on peut dire que la situation de la France globalement n'est pas très glorieuse. L'UNAFAM a publié un rapport qui correspond à une synthèse des commissions départementales des soins psychiatriques. L'ensemble de ces textes et d'autres encore montrent que la situation de la France est à cet égard plutôt globalement dégradée et mériterait en effet un certain nombre d'améliorations. Il y a des entorses au droit, voire des violations des libertés fondamentales qui sont finalement relativement répandues. Au sein de l'Europe, la situation de la France est un peu particulière. Je veux dire qu'il y a probablement un certain nombre de pays dans l'Europe qui mènent une réflexion un peu plus poussée et qui font peut-être un certain nombre d'efforts particuliers pour
améliorer le respect des libertés fondamentales dans l'univers psychiatrique. Je rappellerai que la France a été condamnée à peu près une 50aine de fois par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre de situations renvoyant à la psychiatrie hospitalière. Vous m'interrogez sur ce qu'il serait possible de faire pour progresser dans ce domaine. J'ai envie de dire deux choses à ce sujet. Tout d'abord, on peut s'interroger sur les causes qui conduisent à cette situation peu enviable et peu glorieuse en France. Sur ce premier point, le manque de moyens et même la dégradation des moyens de travail à l'hôpital est une condition qui aggrave les difficultés en matière de respect de la dignité des patients et en matière de restriction des libertés fondamentales. Les moyens, cela concerne à la fois les effectifs soignants, qui n'ont eu de cesse depuis quelques dizaines d'années d'être diminués, les effectifs infirmières, les effectifs en médecins, les effectifs en personnel, mais cela correspond également à une baisse du nombre de lits très importante, c'est-à-dire à peu près une diminution de moitié globalement du nombre de lits dans les services de psychiatrie des hôpitaux français. Un deuxième facteur qui vient s'ajouter à celui-ci, je dirais que c'est le climat globalement sécuritaire dans lequel se trouve notre pays depuis un certain nombre d'années. Et la psychiatrie, sur ce point, finalement, est un peu le reflet, une sorte de miroir grossissant de ce qu'on observe dans le reste de la société. Et la psychiatrie est emportée dans cette logique sécuritaire. Et ce facteur est certainement pas à négliger. J'ajouterais qu'il y a actuellement dans la psychiatrie une crise des modèles théoriques, une crise dans laquelle s'affrontent les tenants de telle ou telle approche du soin, de telle ou telle conceptualisation de la folie et de la maladie mentale, et chacun se targuant d'être détenteur du bon modèle, et chacun se prévalant d'être plus humaniste que l'autre. Et je crois que cette polémique, ces affrontements entre les modèles conceptuels constituent finalement un frein aux évolutions possibles de la psychiatrie et que cela a des répercussions, y compris sur les questions de contraintes et de restrictions des libertés fondamentales dans les hôpitaux. J'ai eu l'occasion de témoigner de ce travail dans un ouvrage publié il y a quelques années et ce que nous avons constaté finalement, c'est que lorsque l'on développe un travail qui est très centré sur le respect des libertés fondamentales, eh bien, on observe que la qualité des soins s'améliore et finalement, la sécurité également est améliorée, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pensent que liberté et sécurité fonctionnent en antinomie, alors que ce n'est pas ce que montre la pratique de terrain. Œuvrer pour le respect des libertés fondamentales, eh bien cela améliore la sécurité à l'hôpital. Certainement, il y aurait lieu d'approfondir ce point.